Alors, dans cet épisode d'Une grande vie, nous allons faire quelque chose d'un petit peu spécial. Je vais partager avec vous les conclusions du rapport d'enquête de la Chambre des représentants aux États-Unis sur la manière dont le Covid a été géré aux États-Unis. Et puis, vous allez voir, c'est ahurissant. Et ça va nous permettre de conclure, en fait, que les complotistes avaient raison, c'est-à-dire que toutes les théories, les hypothèses, les postulats qui ont été avancées par de nombreuses personnes et qui ont été désignées comme étant de la conspiration ou des théories complotistes par les médias et par les gouvernements s'avèrent en fait être vraies. Alors, si vous me suivez sur une grande vie, vous allez peut-être être un petit peu étonné que j'aborde ce thème parce que je ne l'ai pas fait pendant la pandémie en elle-même sur ma chaîne YouTube. Si vous faites partie de ma liste privée, vous savez que c'est des choses que nous avons déjà abordées, mais nous l'avons fait de manière privée sur des vidéos et des analyses qui ont été faites sur mon site. Puisqu'à l'époque, la censure était telle qu'il y avait toujours un risque que la chaîne soit bloquée. Donc, c'est des considérations avec lesquels vous allez être familière si vous faites partie de mes abonnés email. Si vous êtes juste abonné à ma chaîne YouTube, eh bien, c'est très certainement une nouveauté pour vous. Alors, c'est quoi ce rapport d'enquête? Eh bien, la Chambre des représentants aux États-Unis, qui est l'équivalent de l'Assemblée nationale en France, du Parlement en Suisse, eh bien, on fait une enquête sur la manière dont la pandémie Covid a été gérée par le gouvernement et par les médias. C'est un rapport qui est paru ici au début décembre 2024. Et c'est donc, ils ont créé un sous-comité sélectif pour évaluer en fait la gestion de cette pandémie. Et vous allez voir que c'est absolument dingue parce que fondamentalement, tout ce qui était désigné comme théorie complotiste s'est avéré effectivement vrai. Alors, première des choses, bien, bravo aux États-Unis d'avoir cette ouverture, hein. On critique souvent actuellement leur démocratie qui est en train de, soi-disant, pécloter. Eh bien, je m'attends toujours à ce que la Suisse ou la France fassent le même travail, peut-être qu'un jour, mais pour le moment, seuls les États-Unis l'ont fait. Alors, de quoi s'agit-il dans ce rapport? Bien, pour le résumer, c'est un rapport d'enquête qui examine les actions, les décisions de plusieurs agences gouvernementales américaines et des responsables de la santé publique pendant la pandémie de COVID-19. Il analyse les conséquences de la politique comme les mandats des masques, les fermetures des écoles, les lockdowns, les confinements, les mandats de vaccins. Et puis, vous allez voir que ça remet en question les fondements scientifiques et ça va montrer aussi les impacts négatifs de toutes les décisions qui ont été prises. Cette enquête explore aussi les allégations de détournement de fonds publics liés au programme d'aide de la pandémie et les efforts déployés pour dissimuler des informations. Le rôle de l'OMS et la gestion de la crise par l'administration Biden et Trump sont également scrutés. Enfin, le rapport met en lumière la violation du serment et les tentatives d'obstruction à la justice par certains fonctionnaires. Donc, vous voyez que ça montre en fait que c'est un système qui est absolument corrompu. C'est un système qui avait un narratif et qui a voulu l'imposer très souvent pour des gains financiers. Alors, ce qui est intéressant dans cette enquête, c'est que c'est au final, je crois que le chairman est républicain, mais c'est en fait une enquête bipartisane, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois des républicains, à la fois des démocrates, et puis leurs conclusions en fait sont vraiment basées sur des preuves, sur des faits, et non pas sur des considérations politiques. Dans le processus, il y a plus de 89 personnes et représentants d'institutions qui ont été entendues. Et c'est un rapport qui fait plus de 557 pages. Dans les personnes entendues, bien, vous avez des personnes comme le docteur Redfield, qui était directeur du CDC, le Center for Disease Control and Prevention. Vous avez le directeur de la CIA. Vous avez la docteure Zheng Lishi, du Wuhan Institute of Virology. Là, si vous avez suivi un petit peu, c'est la personne qu'on surnommait Bat Lady. Vous avez le docteur Peter Daszak, président de EcoHealth Alliance. Si vous avez suivi un petit peu ce qui se passait, vous savez très certainement qui c'est. Nous allons en reparler. Il y a le chef scientifique de l'OMS, l'ancien directeur du National Institute of Health, le docteur Fauci, qui est essentiellement la personne qui était le visage
de la gestion de cette pandémie aux États-Unis. Vous avez le président Trump qui a été entendu, etc. Donc, c'est des personnes de très, 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 très haut niveau qui ont été entendues. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce rapport? Ben, des choses intéressantes. Là, je vous ai fait juste copier-coller de certains des passages ici, donc c'est en anglais, je vais vous les traduire. Premièrement, sur l'origine du virus, la possibilité que le virus COVID-19, donc le SARS-CoV-2, a émergé en raison d'une fuite de laboratoire ou d'un accident lors de recherche n'est pas une théorie complotiste. Okay, ça, c'est quelque chose d'important. L'Institut national de la santé, donc c'est une des plus hautes agences gouvernementales qui s'occupe de la santé aux États-Unis. Le docteur Fauci était le représentant ou le directeur d'une de ces branches. Eh bien, ils ont soutenu financièrement le développement de recherche de gains de fonction à l'Institut de virologie de Wuhan. Alors, c'est quoi le gain de fonction? Ben, c'est essentiellement prendre des virus qui ne sont pas nécessairement transmissibles à l'homme, et vous allez les manipuler génétiquement pour qu'ils puissent ensuite venir contaminer l'humain. Alors, on peut imaginer, vous pouvez vous dire, oh là là, mais c'est terrible, ça, pourquoi on fait ça? Ben, on le fait pour plusieurs manières, plusieurs raisons. La première, c'est pour le développement d'armes biologiques. Il faut savoir que ces programmes de recherche sont très souvent issus en fait des recherches militaires aux États-Unis. Et puis la deuxième raison, que l'on fait souvent passer pour justifier ces recherches, c'est de pouvoir développer des vaccins contre ces virus, parce que potentiellement, il se pourrait qu'un jour, il y ait une mutation naturelle qui lui permette de venir nous infecter. Donc, on justifie de venir bidouiller ces virus génétiquement pour les rendre nous-mêmes susceptibles. Et puis, ben voilà, si les mesures de sécurité ne sont pas suffisamment prises, ben, vous pouvez avoir des accidents. Et comme vous allez le voir, les conclusions de ce rapport, c'est que c'est la plus haute probabilité, c'est que c'est un accident. Il n'y a pas de notion que ce soit volontaire, mais au minimum un accident de laboratoire. Et puis, il conclut aussi que le gouvernement chinois, plusieurs agences gouvernementales au sein du gouvernement des États-Unis et certains membres de la communauté scientifique internationale ont cherché à cacher les faits concernant l'origine de la pandémie. Donc, il y a par définition complot qui s'est fait. Alors, sur ces origines du virus, voici certaines des conclusions. Le SARS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, a émergé la plus forte probabilité en raison d'un accident de recherche ou de laboratoire, c'est-à-dire que lors des recherches qu'ils faisaient, eh bien, il y a eu un problème de sécurité et ce virus est sorti du laboratoire. C'est ensuite pour dénigrer cette théorie qu'on appelle la théorie du lab leak, c'est-à-dire une fuite de laboratoire. Eh bien, le docteur Fauci, qui était responsable de la gestion de la pandémie COVID, si vous voulez en savoir plus sur cet horrible personnage, en fait, qui est essentiellement un espèce de tsar qui a travaillé 40 ans au NIH dans la section maladies infectieuses et allergies. Je vous recommande le livre de Robert Kennedy Jr. qui s'appelle Fauci. Et c'est absolument hallucinant de voir à quel point des personnes mafieuses de ce type euh, géraient par une poignée de fer certaines agences gouvernementales. Et donc, ils ont développé cette théorie d'origine proximale du SARS-CoV-2. C'est essentiellement, si vous en souvenez, l'histoire que ce virus aurait été développé par un pangolin et puis ensuite transmis. Donc, ils ont créé de toutes pièces, en fait, cette théorie proximale pour contrer en fait cette théorie de la fuite du labo. Ils ont fait ça vraiment de manière cachée et pour de bonnes raisons, parce que vous allez comprendre qu'en fait, les recherches de bidouillage de ce virus sur des gains de fonction, eh bien, c'était financé en fait par ces personnes sous la supervision de Fauci, donc financé par le NIH. EcoHealth Alliance a facilité la recherche de gains de fonction au Wuhan Institute of Virology. Donc, si vous avez suivi, vous avez très certainement déjà entendu parler de EcoHealth Alliance, c'est de son président, le docteur Peter Daszak. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que
pendant de nombreuses années, depuis les années, je pense, 50-60 aux États-Unis, il y a des laboratoires qui faisaient des recherches de gain de fonction, c'est-à-dire de bidouiller, de modifier génétiquement des virus pour leur apporter des fonctions qu'ils n'avaient pas, qu'ils n'ont pas naturellement. Et l'une de ces fonctions, ben, c'est la capacité d'être transmis à l'homme alors que naturellement, ils ne l'ont pas. Et dans les années, je crois que c'est 2014 environ, il y a des scientifiques qui ont signé une déclaration à l'intention du gouvernement. Je crois qu'il y avait plus de 300 scientifiques qui exprimaient leur peur et leur préoccupation par rapport à ce type de recherche qui était faite par le docteur Fauci. Et donc, en 2014, le gouvernement américain a mis un moratoire sur cette recherche, c'est-à-dire que cette recherche n'était plus autorisée par le gouvernement américain. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sous-traité cette recherche en Chine à Wuhan. Et le financement, vu que les agences gouvernementales ne pouvaient plus financer ces recherches, il a été en fait, ces agences gouvernementales, le NIH, a financé en fait cette entreprise EcoAlliance qui, elle, ensuite finançait les recherches à Wuhan. Donc, de nouveau, vous voyez que c'est de manière cachée. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que euh, dans le livre de Robert Kennedy Jr., il explique que ce docteur Fauci, en fait, je ne sais pas si c'est dans les années 80, mais il y a eu des accords internationaux. En fait, ces recherches de manipulation de virus se faisaient dans le cadre de programmes de recherche militaire sur les armes biologiques. Et je crois que c'est dans les années 80, les États-Unis ont signé un certain nombre de traités sur ces armes biologiques. Et donc, selon ces traités, ils n'osaient plus faire de recherche militaire sur ces virus. Et donc, en fait, toute la recherche militaire a été déplacée dans le système public, en fait. Et c'est ce docteur Fauci qui a été mis à la tête, en fait, de ce programme de recherche. Il faut savoir que c'était l'un des fonctionnaires, si ce n'est le fonctionnaire le plus payé au gouvernement. Je crois qu'il gagnait près de 450 000 dollars par année. Donc, bien plus que le président des États-Unis lui-même. Donc, vous voyez, en fait, la puissance de cette personne. Donc, en fait, c'est une personne qui a continué de développer dans le civil, si vous voulez, des programmes qui étaient militaires que ces traités ne permettaient plus aux militaires de faire. Ensuite, Equal Alliance n'a pas reporté ses expériences dangereuses au National Institute of Health. Donc, il le finançait, mais finalement, il semblerait qu'ils n'ont jamais eu de retour. Donc là, de nouveau, une confusion sur la communication. Le US National Institute of Health and National Institute of Allergy and Infectious Disease, ça c'est le département que supervise Fauci, n'a pas supervisé EcoHealth Alliance de la manière dont il le faisait. Ensuite, le docteur Fauci, quand il a été entendu dans ses enquêtes gouvernementales, eh bien, il jouait sur les mots quant à la définition de gain de fonction. Il disait non, non, mais en fait, ce qu'il faisait, c'est pas du gain de fonction. Et voilà, on voit qu'il a menti en fait sous serment, et rien que ça, aux États-Unis, c'est passible d'une peine de prison. Donc, on voit de nouveau cette notion de cover-up, d'essayer voilà, de cacher la vérité. Le National Institute of Health, of Allergy and Infectious Disease Freedom of Information Act official apparently aided others in effort to evade the Freedom of Information Act. Donc ça veut dire quoi? Aux États-Unis, ils ont cette Freedom of Information Act, c'est-à-dire que vous pouvez demander à ce que les informations qui appartiennent à des autorités gouvernementales ben, soient rendues publiques. Et donc, certains officiels dans cette branche du gouvernement, supervisée par Fauci, eh bien, ont vraiment fait leur maximum pour que ces informations ne soient pas données au public, alors que légalement, le public a le droit de les connaître. Donc, non seulement ils mentent, ils essayent voilà, par des jeux de sémantique, en jouant sur les mots, de ne pas prendre la responsabilité de ce qu'ils aient fait, mais ils ont aussi caché des informations. Donc, vous voyez, tout ça, ça remplit bien la notion de complotisme. Alors ça, c'est intéressant aussi, fraude dans la pandémie. Donc, comme dans tous les pays, le gouvernement a aidé, ben, par exemple, les entreprises à passer cette phase. Et vous voyez, aux États-Unis, il y avait un programme de protection des paychecks qui est le chèque de paye,
Il y a eu des fraudes pour 64 milliards de dollars. Et puis, bien évidemment, ben, les personnes ne pouvaient plus travailler, donc ils ont reçu le chômage. Et au niveau du chômage, il y a eu des fraudes pour 191 milliards de dollars. Donc, rien que ces deux, on est à 250 milliards de dollars de fraude. Donc, vous voyez les conséquences que ça a aussi au niveau économique. En matière de politique internationale, les conclusions de l'enquête, c'est que l'OMS n'a pas rempli sa mission et puis c'est essentiellement laissé influencer par la pression du Parti communiste chinois. Donc, ils ont essentiellement suivi ce que le Parti communiste chinois leur disait. L'OMS a fait une enquête sur ses origines du Covid. Je crois qu'ils n'ont même pas eu l'autorisation d'entrer dans le laboratoire à Wuhan. Et le plus intéressant, c'est que le seul représentant nord-américain de cette commission d'enquête, c'était le docteur Peter Daszak, c'est-à-dire le président d'EcoHealth Alliance, qui finançait en fait les travaux de gain de fonction. Donc, vous voyez ici de nouveau cette espèce de collusion mafieuse. Donc, il conclut que leur rapport était incomplet, misleading, c'est-à-dire qu'il essayait de finalement conclure à des conclusions pour nous amener sur une voie qui n'est pas la voie correcte, et puis qui n'a rien fait d'autre que de parroted. Parroted, le parrot, c'est le perroquet, donc c'est essentiellement de reprendre la propagande du Parti communiste chinois. Donc merci l'OMS pour être supposément à la tête de la défense de notre santé. Et puis, une autre chose qui était intéressante, c'est que depuis l'administration Obama, eh bien, les stocks de matériel médical nécessaires à faire face à ce type de pandémie, eh bien, n'étaient absolument pas à jour. Et, ils n'étaient pas préparés comme dans nos pays, d'où la confusion sur les masques. Au début, on n'en avait pas besoin, ensuite, il y en avait besoin, etc. OK. Mesures sanitaires, distanciation sociale. Hein, vous vous souvenez qu'on nous a dit qu'on devait se séparer de 2 mètres, qu'il fallait, on pouvait enlever son masque si on était assis, il fallait le mettre quand on était debout, etc. Des stupidités de ce type-là. Voilà, alors aux États-Unis, c'est le 6 foot, hein, 6 pieds, donc 2 mètres. Aucun base ou fait dans la littérature pour soutenir cette décision. Donc, c'était complètement inventé de toutes pièces. Aucune preuve, aucune base scientifique sur l'efficacité de cette mesure de distanciation sociale. En matière d'obligation du port de masque, le port de masque et l'obligation du port de masque ont été inutiles pour contrôler la transmission du COVID-19. Les officiels de santé publique ont fait du flip-flop, c'est-à-dire que voilà, un jour ils ont pris une décision, le lendemain une autre, sur l'efficacité et l'utilisation de ces masques sans aucune transparence scientifique. L'administration Biden qui a forcé l'utilisation des masques l'a fait au-delà de son autorité. Le US Center for Disease Control, le CDC, c'est basé sur des études de mauvaise qualité pour soutenir l'obligation du port de masque et puis forcer des masques chez les enfants de 2 ans ou plus a causé plus de mal que de bien. Okay, donc ça, c'est très, très important à comprendre. Non seulement c'était inutile, mais ça fait plus de mal que le bien, au minimum chez les enfants. En parlant maintenant des confinements et du pass sanitaire, ben, on a la conclusion ici. Les confinements qui n'avaient aucune base scientifique ont fait plus de mal que de bien. Merci notre gouvernement. Ça a fait du mal à l'économie, ça a fait du mal à la santé mentale des Américains, ça a fait du mal et ça a affecté le développement des enfants et des jeunes adultes avec des conséquences sur le long terme. Ça a fait du mal et ça aura des conséquences sévères sur la santé physique des Américains. Et puis, malgré le manque de base scientifique, le pass sanitaire est devenu un confinement, a en fait amené un confinement forcé pour les personnes qui n'étaient pas vaccinées. Donc, même si on ne prétendait pas altérer vos libertés, eh bien, le fait qu'il y ait ce pass sanitaire, c'était une forme de confinement forcé pour les personnes qui ont, avec sagesse, décidé de ne pas se vacciner. Les tests,
des scientifiques de carrière, donc c'est ceux qui travaillent dans ces entreprises gouvernementales au CDC, ont finalement amené à une perte de la confiance du public dans les institutions en faisant des promesses qui ne pouvaient pas être tenues concernant les tests, notamment du fait que ces tests avaient un haut taux d'échec. Donc, c'est des tests qui n'étaient pas fiables. Et en faisant croire au public qu'il l'était et en le forçant sur le public, eh bien, ça a affecté aussi la confiance du public à juste titre. Désinformation par le gouvernement, tout à fait réel aussi. Donc, le gouvernement a perpétré de la désinformation sur le COVID-19. Les officiels de santé publique du gouvernement ont caractérisé la théorie de la fuite de laboratoire comme une théorie complotiste, alors qu'elle ne l'est pas, et leur conclusion est que c'est la plus haute probabilité que ce soit un accident de laboratoire. L'administration Biden a utilisé des manières non démocratiques et très certainement anticonstitutionnelles pour se battre contre ce que eux prétendaient être de la désinformation, comme le fait par exemple eh bien, de traiter les personnes d'antivax, de traiter les personnes de complotistes, alors que ces personnes étaient en fait dans le vrai. L'administration Biden et de nombreux officiels de santé publique ont exagéré l'efficacité et la puissance des vaccins COVID, qui ne sont pas des vaccins, qui en fait ne protégeaient pas vraiment contre le virus, à part pour certains sous-groupes de personnes, et puis qui n'empêchaient pas la transmission. La FDA, qui régule les médicaments, et autres officiels ont donné de fausses informations concernant l'ivermectine, faisant croire au public qu'elle ne pouvait s'utiliser en fait que chez les chevaux et chez les vaches, alors que cette ivermectine réduisait le risque de mortalité et que son utilisation aurait pu être sauver de nombreuses vies. On pourrait dire exactement la même chose de l'hydroxychloroquine. Ensuite, sur l'immunité naturelle, euh, malgré le fait que ben, en se passant le virus, la population développe une immunité naturelle. On sait que c'est quelque chose de vrai, on sait quelque chose que c'est durable, et pourtant, les officiels de santé publique ont mis de côté le fait de pouvoir bénéficier de cette immunité naturelle. Ceux qui ont récupéré qui ont été malades donc, et qui sont guéris du COVID-19 ont une immunité acquise. L'immunité herd, c'est de masse, de groupe ici, est un concept réel et c'est quelque chose de véritable. Et il y a eu donc un effort coordonné de la part de certains officiels pour ignorer cette immunité naturelle en faveur de la promotion du vaccin et en même temps de supprimer les opinions qui étaient différentes de la leur. Certains scientifiques de très très haut niveau ont été calomniés par ces personnes, dont le docteur Fauci. L'obligation vaccinale, il n'y avait aucune science qui soutient l'obligation vaccinale et ces mandats ont causé plus de mal que de bien. Ces mandats d'obligation vaccinale ont causé des dégâts collatéraux majeurs et étaient contre-productifs. Ces mandats d'obligation vaccinale n'étaient pas soutenus par la science. Et puis, ils ont aussi affecté la préparation des militaires US. Fermeture des écoles. La fermeture à long terme des écoles n'était pas étayée par la science et des preuves disponibles. L'impact négatif de la fermeture des écoles, ça a affecté les performances académiques des enfants et cela va avoir des conséquences à long terme. Ça a contribué à l'augmentation des problématiques mentales et comportementales et puis ça a favorisé un déclin de la santé physique des enfants. Voilà, donc des conclusions, je crois, on ne peut pas être plus cash sur la manière dont cette pandémie a été gérée. Ils ont fait tout faux
Et le pire, c'est que si vous voulez en savoir un petit peu plus et aller plus loin, ils ont fait tout faux, mais c'est exactement ce qu'ils voulaient. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, quelques livres que je vous conseille de lire sur la manière dont les statistiques ont été manipulées et sur comment, en fait, euh, la combinaison, notamment des confinements, du pass sanitaire, a donné une fausse impression de l'efficacité des vaccins. Je vous conseille le livre de Pierre Chaillot, COVID-19, qui est un statisticien, mathématicien. Je vous conseille aussi le livre du docteur Laurent Toubiana, les livres du professeur Christian Perron, hein, qui était très certainement un des plus hauts scientifiques français en matière de gestion d'épidémie et de vaccination, qui a travaillé pour le gouvernement et donc qui est un véritable scientifique qui s'est levé contre ce narratif. Et il a écrit plusieurs livres, je vous en ai mis trois. Et puis, si vous voulez vraiment comprendre en fait ce qui s'est passé derrière, non seulement une analyse vraiment pertinente de ce désastre de la gestion, mais en fait de comment ce désastre a été volontairement orchestré par certains gouvernements, par certains officiels dans nos gouvernements, eh bien, je vous recommande les livres de l'anthropologue suisse Jean-Dominique Michel. Donc voilà, si vous doutiez encore que quelque chose euh, de, de bizarre se passait, on a désormais la preuve. Si vous avez été traité de complotiste, sachez que vous n'étiez pas complotiste, hein, comme on le dit. C'est quoi un complotiste? C'est quelqu'un qui parle de la vérité quelques années avant que la vérité n'éclate. Et puis, ben, si vous faisiez partie de ces personnes qui étaient encore complètement endormies par ce qui se passe, eh bien, j'espère que ces informations elles vous aident à émerger de ce sommeil profond, parce que c'est très, très important de prendre conscience. Sinon, ces choses vont se reproduire en sachant que ils avaient déjà essayé avec le H1N1 en 2009. Il y a déjà eu des rapports parlementaires en France qui décrivaient tout ce désastre comme le décrit ce rapport d'enquête et que pourtant, 10, 15 ans plus tard, eh bien, rebelote, les choses se repassent. Donc, voilà, la vérité a éclaté, mais je ne suis pas persuadé que ça va vraiment altérer la trajectoire. Je ne serais pas étonné si d'ici quelques années, le même cirque se reproduise de manière encore plus totalitaire. Voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires dans les commentaires. Nous, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.